En 1979, le groupe français Aurore Noire Île ne jouait plus pour plaire, il jouait pour durer. Le succès qui les avait propulsés hors des bars enfumés de Marseille et de Paris avait un prix exorbitant. Des contrats mal expliqués, des tournées épuisantes et une relation de plus en plus opaque avec leur maison de disques. Cet été-là, le groupe était officiellement à son apogée. Couverture de magazines, invitations à des festivals internationaux, des chiffres qui impressionnaient n'importe quel jeune musicien. Officieusement, ils étaient cernés par des décisions qui leur échappaient désormais. Le jet privé affrété pour les emmener de Nice à Londres semblait symboliser cette nouvelle étape. Il ne leur appartenait pas, ils ne l'avaient pas choisi, et personne ne pouvait expliquer clairement pourquoi un si court trajet nécessitait un avion d'affaires plutôt qu'un vol commercial. Le contrat stipulait seulement que le transport était inclus. Le pilote était inconnu. Le plan de vol n'avait pas été abordé. Le groupe embarqua à la tombée de la nuit, emportant instruments, bagages légers et un vague sentiment de malaise indéfinissable. L'antagonisme dans l'histoire n'était pas présenté comme un méchant visible. Il était sous-jacent au sein de la maison de disques Rochefort Media, qui insistait pour des sorties plus rapides. Le manager qui évitait de répondre aux questions directes, les documents signés à la hâte après les concerts. Tandis que le public assistait à la rébellion et à la liberté sur scène, en coulisses, une machine silencieuse fonctionnait avec une froide précision. Peu après le décollage, le contact avec l'avion fut perdu. Aucun appel de détresse, aucune modification météorologique significative n'a été enregistrée. Le radar a simplement cessé d'afficher le point lumineux au-dessus de la Méditerranée. Les premières recherches durèrent des semaines. Avions, navires, plongeurs furent mobilisés. Rien ne fut trouvé, hormis une nappe de carburant trop dispersée pour permettre des conclusions définitives. Ni corps, ni débris, aucune explication. La disparition d'Aurore Noire, l'affaire, prit rapidement une tournure problématique. La presse s'en intéressa pendant quelques mois, puis se lassa. La maison de disques publia des communiqués officiels, annonça un deuil national et réédita les albums. L'opinion publique était partagée quant aux différentes théories. Panne mécanique, sabotage, évasion, mise en scène. Aucune ne résista à l'épreuve du temps. Officiellement, l'affaire fut classée comme un accident aérien sans preuve concluante. 12 ans se sont écoulés. En 1991, la Méditerranée n'était plus seulement une destination touristique. Elle était aussi devenue un terrain d'exploration technologique. Un consortium scientifique franco-norvégien testait un nouveau sous-marin de recherche capable d'opérer à des profondeurs jusqu'alors inaccessibles. La mission consistait à cartographier des formations géologiques peu étudiées, à environ 800 mètres sous la surface, dans une zone éloignée des routes commerciales. Ce que le sonar a détecté ce matin-là ne correspondait à aucune formation naturelle connue. La silhouette métallique émergea, déformée, fragmentée, partiellement recouverte de sédiments. Ce n'était ni un navire, ni un vieux sous-marin. Ses proportions suggéraient quelque chose de plus petit, trop aérodynamique pour se trouver là. Lorsque le robot submersible illumina la structure de ses phares, les opérateurs à la surface restèrent silencieux. Les ailes étaient tordues irrégulièrement, comme si elles avaient été arrachées lors d'un impact contrôlé, et non en chute libre. Des inscriptions étaient encore visibles sous la corrosion. Le numéro de série correspondait à un jet privé immatriculé en 1979. Le sauvetage n'a pas été annoncé immédiatement. Les autorités françaises ont demandé le secret, invoquant la nécessité de vérification technique. Le sous-marin est rentré à sa base avec des images, des mesures et des échantillons. Aucun corps n'était visible à l'intérieur de la coque, mais un détail plus troublant encore. La cabine passager était trop intacte pour un accident classique. Les ceintures de sécurité n'étaient pas bouclées. Les compartiments à bagages étaient toujours fermés. Aucun signe évident de panique ou de tentative d'évacuation n'a été constaté. L'information a fuité 3 semaines plus tard. Quand le nom Aurore Noire, l'affaire refit surface dans les journaux, non pas avec nostalgie, mais avec malaise. Ce que l'on croyait enfoui sous le poids du temps ressurgissait.
soulevant de nouvelles questions plus difficiles à ignorer. Si l'avion ne s'était pas simplement écrasé, que s'était-il réellement passé cette nuit de 1979 ? Et pourquoi certaines parties de l'appareil semblaient-elles avoir été délibérément endommagées, tandis que d'autres restaient presque intactes? Au final, le conflit principal n'opposait pas des personnes, mais des versions de la vérité. D'un côté, le récit officiel, rassurant et répété depuis des années. De l'autre, des preuves matérielles qui le contredisaient. Et entre ces deux extrêmes, d'anciens dirigeants de l'industrie musicale, des rapports incomplets, des décisions administratives hâtives et un silence institutionnel qui semblait avoir été soigneusement cultivé pendant plus d'une décennie. Le passé ne voulait plus rester submergé. La France, de la fin des années 70, traversait une période de transition silencieuse. L'idéalisme d'après 1968 résonnait encore dans les universités et sur les scènes, mais l'industrie culturelle avait déjà appris à transformer la contestation en produit. Des groupes comme Aurore Noiril ont émergé dans cet espace fragile entre expression authentique et exploitation commerciale. Leurs membres provenaient d'horizons divers, unis moins par l'ambition que par la nécessité de survivre artistiquement dans un marché qui devenait rapidement prédateur. Le chanteur Luc Moreau-Hill a grandi dans la banlieue industrielle de Lyon. Sa voix portait une lassitude prématurée, forgée par les usines, les grèves et les appartements trop petits pour nourrir de grands rêves. Sur scène, il paraissait sûr de lui, presque arrogant. En coulisses, il était méticuleux, méfiant, le premier à comprendre que les contrats signés ne tenaient pas leurs promesses. Luc ne discutait pas, il observait. Il conservait des copies de documents, de dates, de noms. Cette habitude le mettrait en conflit direct avec la direction de sa maison de disques quelques mois avant sa disparition. Le guitariste Étienne Valois-Hill était issu d'une famille parisienne de la bourgeoisie, liée à la fonction publique. Musicien de formation, il connaissait parfaitement les rouages de l'institution. C'est lui qui traduisait les clauses juridiques pour le reste du groupe, même s'il n'avait pas toujours réponse à tout. Étienne était convaincu que le système pouvait être contourné, négocié. Sa confiance dans la rationalité des institutions contrastait avec l'intuition méfiante de Luc, créant une tension constante, jamais exprimée, mais toujours présente. Le bassiste Claire Dumaël incarnait le côté moins romantique du groupe. Femme dans un milieu majoritairement masculin, elle se heurta à une résistance latente, tant du public que des coulisses. Originaire de Marseille, elle apporta des références au rock méditerranéen et une approche pragmatique de la célébrité. Pour Claire, le succès était un outil, non une fin en soi. Elle fut la première à s'interroger sur la nécessité pour le groupe de voyager en jet privé ce soir-là, mais son objection se perdit dans des réponses vagues et des délais trop serrés. Le batteur, Henri Lacombe-Henry, était le Benjamin. À 22 ans, il supportait mal les jeux de pouvoir. Il voyait la tournée internationale comme une récompense, non comme un risque. Sa présence apportait un équilibre au groupe, mais le rendait aussi vulnérable. Henri faisait confiance au manager, à la maison de disques, et était persuadé que quelqu'un, quelque part, veillait aux détails. Cette confiance serait l'un des aspects les plus difficiles à expliquer par la suite. L'antagoniste ne s'en prenait pas à une seule personne, mais à la maison de disques, Rochefort-Médiazel, en était le visage institutionnel. Fondée dans les années 50, la société s'était forgé une solide réputation après la guerre et dans les années 70 a entrepris une modernisation en profondeur. Nouveaux dirigeants, adoption d'un jargon d'entreprise américain et standardisation des contrats. Rochefort ne se contentait pas de produire de la musique, elle assurait une certaine prévisibilité financière. Les groupes étaient considérés comme des actifs, et les actifs devaient être gérés. Parmi ces dirigeants figurait Jean-Pierre Renaud, directeur des opérations internationales. Renaud apparaissait rarement en public, mais signait les autorisations cruciales. Il était réputé pour régler les problèmes sans laisser de traces administratives. Sa logique était simple. Les conflits artistiques ne devaient pas impacter les plannings. Si c'était le cas,
il prenait une autre tournure. Aucun membre d'Aurore Noire ne s'entretenait directement avec lui, mais son nom figurait de plus en plus fréquemment dans les notes internes. Le cadre méditerranéen joua également un rôle déterminant dans cette histoire. Nice, avec ses hôtels de luxe et ses aéroports animés, servait de point de passage entre le glamour et l'anonymat. La mer, calme cette nuit de 1979, offrit peu d'indices et absorba l'épreuve avec une efficacité implacable. 12 ans plus tard, cette même mer deviendrait une archive malgré elle, préservant des fragments que la surface s'obstinait à oublier. En 1991, le monde scientifique français fonctionnait selon une logique différente. Le projet de sous-marin Néréidel a réuni des ingénieurs, des géologues et des militaires à la retraite, tous attachés aux données et non aux récits. Le commandant de la mission, Sophie Delcourtel, n'avait aucun lien avec l'affaire du groupe. Pour elle, l'objet détecté n'était qu'une anomalie à répertorier. Pourtant, sa décision de documenter chaque détail, bravant les ordres initiaux de simplifier le rapport, allait créer une faille irréversible dans la version officielle des faits. Les acteurs de cette nouvelle ère ne recherchaient pas la justice, mais la précision. Et c'est précisément cette quête technique qui commença à se heurter à des souvenirs refoulés, à de vieux intérêts économiques et à un silence institutionnel entretenu depuis des années. À mesure que les images, les chiffres et les structures étaient analysés, il devint évident que la disparition de l'Aurore Noire n'était pas un simple accident oublié, mais un événement inscrit dans un contexte bien plus vaste, où culture, pouvoir et opportunisme se rencontraient de manière troublante. Le monde de l'histoire, désormais mieux défini, a clairement démontré qu'aucune décision n'avait été prise isolément. Chaque choix, chaque omission, chaque signature avait contribué à la disparition de l'avion, non seulement des radars, mais aussi de la responsabilité collective. Dès que les images des fonds marins méditerranéens parvinrent aux autorités françaises, l'affaire cessa d'être purement scientifique pour devenir administrative. Des rapports commencèrent à circuler entre les ministères, chacun présentant des versions tronquées, des résumés et des passages jugés non pertinents. Aucune de ces versions ne mentionnait directement la bande, mais toutes évitaient soigneusement toute autre hypothèse qu'un accident tardif et irréconciliable. Sophie Delcourt aperçut le changement de ton presque immédiatement. L'intérêt initial pour l'exactitude technique a fait place à des questions sur les délais, la responsabilité et l'impact médiatique. On lui a demandé de revoir ses conclusions préliminaires, on lui a suggéré de ne pas inclure certaines images dans le dossier final, et on a insisté sur le fait que l'intégrité partielle de la cabine n'avait rien de concluant. Sophie n'a pas protesté. Elle a simplement continué à documenter les faits, à joindre les données brutes et à consigner chaque interférence. Parallèlement, en dehors des cercles officiels, le nom refait surface. Aurore Noire, cela a provoqué des réactions inattendues. D'anciens journalistes musicaux ont revisité des sujets oubliés. Des fans ont écrit des lettres exigeant des éclaircissements. Un petit groupe d'anciens employés de Rochefort Média a commencé à échanger discrètement des messages, tentant de concilier des souvenirs qui n'avaient jamais été mis en parallèle. Parmi eux se trouvait Marc Belanger, ancien assistant juridique de la maison de disques en 1979, n'était pas une figure connue, mais il se souvenait de détails troublants. Il évoquait un avenant au contrat, approuvé quelques jours avant le vol, concernant l'assurance et les clauses de confidentialité post-mortem. À l'époque, cela lui avait paru une simple précaution. À présent, cela ressemblait davantage à une préparation. Belanger a tenté de contacter ses anciens supérieurs. Il n'a reçu aucune réponse. Quelques jours plus tard, il a reçu une notification officielle lui rappelant les accords de confidentialité toujours en vigueur. Le message ne contenait aucune menace directe, mais le sous-texte était clair. Il y avait des limites à ne pas franchir. Parallèlement, un ingénieur aéronautique indépendant, Alain Févril, analysa des images divulguées de l'avion immergé.
Febvre avait travaillé sur des enquêtes relatives à de véritables accidents et savait reconnaître des schémas. Ce qu'il observa ne correspondait pas à une chute incontrôlée. L'angle d'impact, la séparation des ailes et l'absence de fragmentation importante suggéraient une descente guidée, quoique forcée. Cette conclusion, publiée dans une revue technique à diffusion restreinte, fut rapidement discréditée par les déclarations officielles. Chaque tentative de clarification se heurtait à un nouvel obstacle. Des documents disparaissaient des archives publiques. Des témoins prétendaient ne pas se souvenir de réunions importantes. Des dates contradictoires apparaissaient dans des documents qui auraient dû être définitifs. Le conflit ne progressait pas par des confrontations directes, mais par l'usure du temps, les retards et la dilution constante des responsabilités. Des personnages secondaires commencèrent à jouer un rôle décisif. Un ancien contrôleur aérien à la retraite confirma que cette nuit-là, en 1979, l'avion avait modifié sa trajectoire sans aucune justification météorologique. Un technicien de maintenance rapporta que l'appareil avait subi des réglages de dernière minute non consignés dans le carnet de bord officiel. Prise isolément, aucune de ces informations ne prouvait quoi que ce soit. Ensemble, elles formèrent un récit parallèle qu'il était impossible d'ignorer. Rochefort Media a réagi avec une précision calculée. L'entreprise a engagé des consultants, renforcé son équipe juridique et publié un communiqué réaffirmant sa solidarité avec les familles, sans toutefois admettre l'existence d'une nouvelle enquête indépendante. Elle n'a pas nié les faits techniques, elle les a simplement vidés de leur sens. Le principal enjeu, désormais évident, n'était plus de découvrir la vérité, mais de déterminer qui aurait le droit d'apporter la réponse définitive. Sophie Delcourt commença à ressentir le poids personnel de la situation. Les invitations à des conférences furent annulées. Une demande de financement pour la deuxième phase du projet Néréide fut reportée sans explication. Malgré tout, elle persévéra. Elle autorisa une nouvelle descente sur le site, cette fois-ci axée sur le compartiment avant de l'avion, partiellement enfoui sous les sédiments. C'est là qu'ils découvrirent un élément non répertorié dans les manifestes de vol, un compartiment scellé et improvisé contenant du matériel d'enregistrement magnétique. Les bandes étaient dégradées, mais récupérables. L'existence de ce matériel souleva immédiatement une question troublante. Qui enregistrait quoi et pourquoi ? Le conflit avait pris une nouvelle tournure. Il ne s'agissait plus d'interpréter l'épave, mais de comprendre les intentions. Quelqu'un avait prévu d'enregistrer quelque chose à l'intérieur de cet avion. Quelqu'un s'était assuré que l'enregistrement serait préservé, même si le reste était détruit. Et quelqu'un, pendant 12 ans, avait compté sur le fait que personne ne descendrait jamais aussi profondément pour le trouver. La découverte du compartiment improvisé à bord de l'avion a bouleversé la donne pour tous les acteurs impliqués. Dès lors, il n'était plus possible de considérer l'affaire comme un simple accident réinterprété à la lumière des nouvelles technologies. Il y avait intention, planification et une série de décisions qui dépassaient le cadre de la musique, de l'aviation et des sciences. Chaque groupe a agi avec une urgence propre, créant des intrigues secondaires qui se sont croisées sans jamais être révélées au public. Sophie Delcourt reçut l'ordre formel de suspendre toute analyse ultérieure jusqu'à ce qu'une commission interministérielle évalue les éléments découverts. La demande ne s'accompagnait d'aucune justification technique, seulement de références générales à la sécurité nationale et à la sensibilité diplomatique. Sophie s'y conforma partiellement. Elle suspendit la divulgation des résultats, mais maintint l'équipe réduite à travailler sur la récupération des bandes en alternant les horaires et les laboratoires secondaires. Le temps devint un facteur critique, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi politique. Entre-temps, les familles des membres d'équipage de l'Aurore Noire commencèrent à s'organiser. Pendant des années, on les avait dissuadés d'insister, conseillés d'accepter la version officielle pour éviter toute souffrance morale. Désormais, la découverte physique de l'avion ravivait d'anciennes revendications. Une association informelle se créa, rassemblant parents, frères et sœurs et anciens conjoints.
Ils ne cherchaient pas des coupables immédiats, mais l'accès à l'information complète qui leur avait été systématiquement refusée depuis 1979. Cette mobilisation attira l'attention de la presse d'investigation française, qui y vit une occasion rare de mettre au jour les liens entre le monde culturel et les structures du pouvoir. Des enquêtes commencèrent à établir des connexions entre les dirigeants de Rochefort Média et des personnalités politiques des années 1970. Rien d'illégal n'apparut explicitement, mais cette proximité souleva des questions troublantes. Parrainage croisé, mandat honorifique, conseil d'administration partagé, le complot institutionnel se dessinait. Entre-temps, Marc Bélanger décida d'agir en dehors des voies officielles. À l'aide de copies personnelles de vieux documents, il reconstitua la chronologie interne de la maison de disques durant les mois précédant le vol. Il identifia des réunions extraordinaires, des modifications d'assurance et des transferts financiers liés à la tournée internationale. Rien de tout cela n'expliquait la disparition, mais révélait un contrôle inhabituel sur la logistique du groupe. Bélanger commença à craindre moins les conséquences juridiques que l'inutilité du silence. Un autre niveau de complexité est apparu avec Alain Fèvre. Après avoir été publiquement discrédité, il a été sollicité par un consortium européen d'ingénieurs désireux de réexaminer des accidents archivés. Fèvre a alors compris que l'affaire Aurore Noire s'inscrivait dans un schéma plus vaste d'enquête interrompue par commodité institutionnelle. Son analyse, initialement isolée, est devenue partie intégrante d'un effort collectif, toujours discret, mais méthodiquement rigoureux. La pression du temps s'intensifiait. Le gouvernement français était critiqué pour d'autres problèmes de transparence et toute nouvelle révélation risquait d'aggraver la crise. Un délai interne fut donc fixé pour conclure l'affaire par un rapport définitif. Ce calendrier ne prévoyait ni la récupération complète des enregistrements, ni une analyse structurelle approfondie de l'avion. L'objectif était de conclure avant que les différents éléments ne convergent irrémédiablement. Au sein de Rochefort Média, l'atmosphère se détériorait également. De jeunes cadres remettaient en question les décisions prises par leurs prédécesseurs retraités. Les juristes étaient en désaccord sur la stratégie de réduction des coûts. Pour la première fois, la possibilité d'une action civile concrète était évoquée en interne. Les tensions internes, autrefois purement défensives, commençaient à se faire jour. Tous ces fils narratifs convergeaient vers un point commun. Plus personne ne maîtrisait le cours des événements. Ce qui avait été tenu secret pendant 12 ans se déroulait désormais sur des chemins multiples, s'entremêlant les uns aux autres. Les intrigues secondaires ne s'écartaient pas du conflit principal. Au contraire, elles le condensaient, rendant inévitable une confrontation directe entre les versions, les intérêts et les vérités incomplètes. Le temps, jadis allié de l'oubli, devenait son plus grand adversaire. L'accès aux bandes magnétiques récupérées dans le compartiment improvisé a marqué le moment où l'enquête a cessé d'être une simple interprétation pour devenir incontournable. Pendant des jours, les techniciens ont travaillé à la restauration des enregistrements, conscients que la moindre erreur pouvait effacer des informations cruciales. Lorsque les premières secondes d'audio ont enfin été entendues, il n'y avait ni musique, ni bruit ambiant, ni interférences électriques significatives. On pouvait entendre une respiration contrôlée, puis, peu après, des voix reconnaissables. Luc Moreau prit la parole le premier, d'une voix posée, comme s'il savait que chaque mot aurait une importance capitale. Il ne s'agissait ni d'une répétition, ni d'une plaisanterie, ni d'un enregistrement improvisé. Il décrivit des réunions récentes, des pressions contractuelles et une exigence précise de la maison de disques, la signature d'un avenant cédant l'intégralité des droits d'auteur en cas d'impossibilité de respecter le calendrier pour des raisons exceptionnelles. L'enregistrement montra clairement que le groupe avait refusé de signer. Puis, la voix de Claire Dumas s'est fait entendre, s'interrogeant sur l'itinéraire et le manque d'informations essentielles concernant le pilote. Elle a évoqué des changements de dernière minute et une demande formelle de ne pas utiliser son téléphone portable pendant le vol.
point de panique, seulement de la vigilance. L'enregistrement semblait avoir été réalisé par mesure de précaution et non en réaction à une urgence. Le tournant survint lorsqu'une troisième voix, jusque-là inconnue, interrompit la conversation. Il ne s'agissait pas d'un membre du groupe. Le ton était calme et professionnel, et l'interlocuteur se présenta uniquement par son prénom. Il les informa que l'avion allait procéder à une correction opérationnelle et demanda à chacun de rester assis. Son ton ne fut pas contesté. Quelques secondes plus tard, l'enregistrement fut brusquement interrompu par un bref bruit mécanique suivi d'un silence. Cette révélation a complètement bouleversé la nature de la disparition. Il n'y a eu ni panne soudaine, ni perte de contrôle inattendue. Il y a eu intervention. L'existence de cette voix impliquait la présence d'une personne ayant autorité opérationnelle dans le cockpit, ce qui est incompatible avec le plan de vol enregistré. Plus inquiétant encore était le fait que l'avion ait été guidé vers une descente contrôlée, comme le suggérait déjà l'analyse structurelle. Sophie Delcourt a immédiatement compris la portée des documents. Les enregistrements contredisaient non seulement la version officielle, mais ils révélaient aussi une conscience préalable du risque et une volonté délibérée de documenter leur existence. Le groupe n'avait pas disparu par hasard. Ils avaient cherché à laisser une trace, sachant qu'ils n'auraient plus l'occasion de s'expliquer. La réaction institutionnelle fut rapide et disproportionnée. Avant même que le contenu puisse être officiellement catalogué, un ordre de saisie fut émis, invoquant de vagues raisons juridiques. Le laboratoire où étaient stockées les bandes fut placé sous scellé. Sophie fut temporairement écartée de la coordination du projet Néréide, sous prétexte d'un conflit d'intérêts infondé. Cette mesure, cependant, arriva trop tard. Des copies avaient déjà été réalisées. Marc Bélanger a reçu une transcription partielle par l'intermédiaire d'un contact anonyme. À la lecture du document, il a compris que la disparition d'Aurore Noire n'était pas simplement la conséquence d'un différend contractuel, mais s'inscrivait dans une logique plus vaste de contrôle du patrimoine culturel. Le refus du groupe de coopérer engendrait un problème opérationnel. L'avenant contractuel, désormais mentionné dans l'enregistrement, cessait d'être un détail juridique pour devenir une pièce maîtresse du puzzle. Rochefort Médias a immédiatement nié l'authenticité des enregistrements. L'entreprise a dénoncé leur fabrication, leur montage sélectif et leur absence de contexte. Cependant, en interne, l'effet fut dévastateur. De vieux documents ont été réexaminés et le nom de Jean-Pierre Renaud est réapparu de plus en plus fréquemment. On a découvert qu'il avait autorisé l'affrètement du jet et approuvé le changement d'itinéraire sans consultation extérieure. Le tournant décisif ne résidait pas seulement dans la révélation de l'enregistrement audio, mais aussi dans l'impossibilité de le dissimuler. Pour la première fois, une preuve matérielle de l'intention existait, enregistrée par les victimes elles-mêmes. Le récit officiel perdit toute crédibilité et le conflit cessa d'être technique ou administratif. Il devint moral, juridique et historique. À partir de ce moment, plus rien ne pouvait revenir à son état antérieur. L'histoire avait changé de cours, et tous ceux qui y étaient impliqués le savaient. La diffusion partielle du contenu des enregistrements a eu un effet immédiat et difficile à maîtriser. Même sans publication officielle, la simple confirmation de l'existence de ces enregistrements internes a modifié la position de tous les acteurs impliqués. L'affaire, initialement un débat technique réservé aux spécialistes, a commencé à occuper simultanément les sphères politiques, juridiques et médiatiques. Chaque réaction a engendré de nouvelles conséquences, créant ainsi une série d'événements qui se sont enchaînés rapidement. Le gouvernement français a mis en place une commission spéciale chargée de réexaminer la disparition de l'Aurore Noire, désormais considérée comme un possible cas d'intervention humaine délibérée. L'annonce a été faite avec prudence, sans accusation directe, mais le simple emploi de ce langage marquait une rupture avec 12 années de version officielle. Les ministères ont alors commencé à se disputer le contrôle de l'enquête, cherchant à définir les responsabilités avant même leur attribution publique. Rochefort Médias a réagi par une stratégie à deux volets. En externe,
le groupe a maintenu un discours de coopération totale, se déclarant favorable à toute initiative visant à clarifier les faits. En interne, il a entrepris un examen documentaire intensif. Les dossiers physiques ont été transférés, les sauvegardes numériques analysées et les anciens dirigeants ont reçu pour instruction d'harmoniser leurs déclarations avant toute audition. Cette manœuvre n'est pas passée inaperçue auprès des enquêteurs indépendants qui ont perçu dans cette précipitation un signe de vulnérabilité. Les familles des membres du groupe ont été directement touchées. Pour la première fois, elles n'étaient plus considérées comme de simples victimes passives, mais comme des acteurs à part entière du processus. Des avocats spécialisés en droits humains et en responsabilité des entreprises leur ont apporté leur soutien. Des actions civiles ont été engagées, non seulement contre la maison de disques, mais aussi contre des personnes physiques liées aux décisions logistiques de 1979. Sophie Delcourt, officiellement démise de ses fonctions, devint un point de convergence inattendu. Les journalistes cherchaient à recueillir sa version des faits, les scientifiques défendaient son intégrité professionnelle et des membres de l'équipe de Néréide remettaient publiquement en question la décision de la destituer. La tentative de la neutraliser eut l'effet inverse, la transformant en une figure de référence éthique au sein du débat. Sans accorder de longs entretiens, Sophie se contenta de confirmer des données techniques déjà documentées, renforçant ainsi la crédibilité des résultats. Sur le plan technique, la réaction fut tout aussi importante. Ingénieurs aéronautiques, spécialistes de la sécurité aérienne et analystes d'accidents entreprirent de réexaminer les données disponibles, désormais sous un angle différent. L'hypothèse de la descente contrôlée cessa d'être marginale et commença à être débattue dans les instances professionnelles. L'absence de défaillances catastrophiques compatibles avec une chute libre devint un argument récurrent, incitant les autorités à réagir plus concrètement. La presse internationale a donné une nouvelle dimension à l'affaire. Les médias étrangers ont commencé à établir un lien entre la disparition du groupe et les pratiques abusives de contrôle contractuel qui ont marqué l'histoire de l'industrie culturelle européenne. L'attention s'est portée non seulement sur l'événement lui-même, mais aussi sur le précédent qu'il créait. Si un groupe pouvait disparaître sans explication satisfaisante, combien d'autres affaires avaient été classées sans suite prématurément? Au sein de Rochefort Média, les conséquences commencèrent à se faire sentir. Les membres du conseil d'administration exigèrent des rapports internes détaillés. Les actionnaires, craignant un préjudice irréversible à la réputation de l'entreprise, firent pression pour la transparence. Jean-Pierre Renaud fut officiellement démis de ses fonctions consultatives, sous prétexte de restructuration administrative. Cette déposition ne fut pas présentée comme une sanction, mais comme une mesure préventive, ce qui ne fit qu'alimenter les soupçons. Chaque réaction institutionnelle engendrait une réponse externe équivalente. Plus les autorités tentaient de contrôler le récit, plus des fragments émergeaient en dehors de celui-ci. Le conflit progressait non par des affrontements directs, mais par la multiplication de fronts impossibles à gérer simultanément. L'affaire Aurore Noire était devenue trop vaste pour être close par un simple rapport ou une déclaration officielle. Les conséquences de ce tournant furent évidentes. La disparition n'était plus un mystère lointain, mais un catalyseur de rupture. Les relations institutionnelles se tendirent, les réputations commencèrent à s'effriter et les attentes du public évoluèrent. La question n'était plus seulement de savoir ce qui s'était passé, mais aussi qui avait profité de ce silence prolongé. Rien ne laissait présager que cette progression s'arrêterait. Au contraire, chaque réaction renforçait la conviction que la vérité, une fois révélée, continuerait de produire des effets jusqu'à son inévitable conclusion. La phase suivante de l'enquête exigeait plus que des révélations, elle exigeait de la résilience. Avec la réouverture officielle du dossier, tous les acteurs impliqués furent contraints d'abandonner toute position neutre. Il n'était plus possible d'observer à distance. Chacun devait agir concrètement, en prenant des risques qu'il avait jusque-là évités.
La progression ne résultait pas de révélations soudaines, mais de décisions pratiques prises sous une pression constante. Sophie Delcourt refusa de reprendre la coordination du projet Néréide aux mêmes conditions qu'auparavant. Elle n'accepta de revenir qu'à condition de bénéficier d'une autonomie totale sur les données collectées et du droit à une publication scientifique indépendante. Cette exigence, contraire au protocole administratif, fut acceptée sous la pression de l'opinion publique. Sa position marqua un tournant décisif. Sophie n'était plus une simple technicienne rigoureuse, mais un acteur engagé dans la défense de la vérité factuelle. L'équipe scientifique a également évolué. Les chercheurs, auparavant prudents, ont commencé à tout enregistrer en double, en stockant les données sur des serveurs externes et dans des institutions partenaires. Cette décentralisation, non prévue dans les manuels, découlait des enseignements tirés des précédentes tentatives de contrôle. Les travaux ont gagné en agilité et en précision. Chaque nouvelle analyse visait à répondre à des questions spécifiques, évitant ainsi la dispersion et la redondance des données. Les familles d'Aurore Noire ont dépassé le stade de la mobilisation symbolique. Elles ont créé un fonds collectif pour financer des expertises indépendantes et ont fait appel à des spécialistes internationaux. Le groupe, auparavant marqué par la douleur individuelle, a commencé à fonctionner comme une entité organisée. Les réunions sont devenues plus ciblées, avec des ordres du jour clairs et des objectifs juridiques définis. Cette évolution n'a pas effacé la douleur, mais l'a transformée en une orientation stratégique. Marc Bélanger a franchi une étape décisive en remettant ses documents personnels à la commission spéciale. Cette décision a mis fin à toute possibilité de retour à l'anonymat. Bélanger savait qu'il deviendrait la cible de questions et de tentatives de discrédit. Malgré cela, il a choisi de formaliser son témoignage en y joignant des chronologies, des notes de service et des annotations qui révélaient des incohérences internes au sein de sa maison de disques. Son ascension a été discrète, marquée par sa volonté d'assumer les conséquences de ses actes sans rechercher la notoriété. Sur le plan technique, Alain Fèvre a dirigé un groupe de travail entièrement consacré à la dynamique de descente de l'avion. Au lieu de se contenter de réitérer des conclusions antérieures, le groupe a élaboré des simulations progressives, testant des scénarios plausibles sans recourir à la spéculation. Il n'en est pas résulté un modèle définitif, mais l'élimination d'hypothèses improbables. Ce progrès méthodologique a enrichi le discours technique et réduit les risques de désinformation. Sous la pression des poursuites judiciaires et des audits, Rochefort Média a entrepris une restructuration interne visible. Des départements ont fusionné, d'anciens contrats ont été réexaminés et des politiques de conformité ont été mises en œuvre avec un retard manifeste. Bien que ces actions fussent défensives, elles révélaient une reconnaissance tacite de failles structurelles. L'entreprise ne progressait pas sur le plan moral, mais s'adaptait pour survivre, manifestant des changements de comportement imposés par le contexte. Jean-Pierre Renaud, désormais mis à l'écart, cessa d'être une figure abstraite pour devenir un élément concret de l'enquête. Convoqué à la barre, il donna des réponses brèves et maîtrisées, évitant les longues justifications. Son attitude contrastait fortement avec l'assurance qu'il affichait auparavant. Il ne s'agissait pas d'une évolution éthique, mais d'une adaptation. Renaud s'acclimata à la nouvelle réalité, où le silence absolu n'était plus possible. Le groupe d'acteurs de cette histoire, composé de scientifiques, de membres de la famille et d'enquêteurs indépendants, a clairement évolué. Il ne recherchait plus seulement des clarifications, mais aussi la cohérence. Ils ont évité les raccourcis, rejeté les fuites sensationnalistes et privilégié les documents vérifiables. Ce changement de comportement a renforcé le récit public et réduit les risques d'atteinte à leur crédibilité. Le progrès n'a pas éliminé les obstacles, mais les a transformés. La lutte n'était plus contre l'oubli, mais contre la distorsion. Chaque succès engendrait de nouvelles exigences, élevant le niveau de responsabilité. La croissance se manifestait dans la manière dont les personnages abordaient la complexité.
sans reculer ni simplifier à l'excès. Au terme de cette étape, il devint évident que personne n'était plus le même. Non pas parce qu'ils avaient trouvé toutes les réponses, mais parce qu'ils avaient appris à maintenir le processus nécessaire pour y parvenir. La résolution du conflit ne résidait pas dans sa fin, mais dans la capacité acquise à l'affronter sans concession fondamentale. L'enquête progressant inexorablement, les pistes narratives se sont précisées. Le temps, autrefois source de pression, est devenu une contrainte concrète. La commission spéciale a fixé une date limite pour la présentation du rapport final, et cette décision a bouleversé tous les fronts. Il n'y avait plus de place pour des conclusions éparses, ni pour des analyses parallèles, sans application directe. Sophie Delcourt concentra ses derniers efforts sur la consolidation des données techniques. Les dernières plongées du sous-marin Néréide furent menées avec des objectifs précis, visant exclusivement à documenter définitivement la structure de l'avion. Aucune nouvelle hypothèse ne serait explorée. L'objectif était de démontrer de manière irréfutable que l'appareil n'avait pas subi de crash accidentel. Chaque image capturée, chaque mesure fut immédiatement cataloguée et dupliquée sur des serveurs indépendants. L'équipe scientifique a officiellement conclu toutes les sous-analyses secondaires. Les rapports partiels ont été intégrés dans un document technique unique, rédigé dans un langage clair et vérifiable. Les progrès méthodologiques réalisés ces derniers mois ont permis d'éliminer les redondances et de présenter des conclusions sans équivoque. Les travaux, initialement exploratoires, ont désormais un caractère probant. Les familles d'Aurore Noire ont également adapté leur stratégie. Des actions civiles ont été intentées afin d'éviter les fuites prématurées. Cette décision stratégique a permis de réduire les polémiques et d'accroître la crédibilité du groupe. La douleur personnelle a été temporairement mise de côté au profit d'un objectif commun: garantir que le rapport final ne soit pas compromis par des litiges parallèles. Marc Bélanger a conclu sa coopération par un témoignage formel sous serment. Ces documents ont été pleinement acceptés par la commission, levant tout doute quant à leur authenticité. Dès lors, l'intrigue juridique interne de la maison de disques a perdu toute pertinence narrative et est devenue un élément central du conflit. Les actions administratives de 1979 étaient désormais directement liées aux décisions opérationnelles du vol. Alain Fèvre et son équipe ont finalisé les simulations finales et présenté un rapport unique signé collectivement. Ce document ne cherchait pas à identifier de véritables responsables humains, mais démontrait que le déroulement des événements nécessitait une intervention consciente. Cette conclusion technique a définitivement écarté l'hypothèse d'un accident, comblant ainsi l'une des dernières zones d'ombre du récit. Au sein de Rochefort Média, la prudence était de mise. Les juristes préparèrent des réponses à diverses éventualités, tandis que la direction s'efforçait de préserver une certaine stabilité institutionnelle. Il n'était plus question de contrôler le discours extérieur. L'objectif était de minimiser les conséquences juridiques. L'entreprise reconnaissait implicitement que l'issue de la crise lui échappait. Jean-Pierre Renaud fut de nouveau convoqué, cette fois pour une confrontation indirecte avec des documents techniques et juridiques. Ses réponses étaient désormais comparées en temps réel aux pièces justificatives. Sa marge de manœuvre était considérablement réduite. Chaque silence prolongé, chaque réponse évasive lui pesait lourdement. La presse, consciente de l'imminence du rapport final, a réduit les spéculations et s'est concentrée sur les informations confirmées. Le ton a changé. Ce n'était plus un mystère, mais une attente. Le public attendait une conclusion, et cette attente a alimenté une tension collective. Toutes les intrigues secondaires étaient désormais résolues ou absorbées par le conflit principal. Il ne restait plus de détours importants. Le récit se concentrait sur un seul point, la publication officielle du rapport et ce qu'il révélerait sur la disparition du groupe.
Le rythme s'accélérait non par une action physique intense, mais par la concrétisation des décisions accumulées pendant 12 ans. Les préparatifs étaient terminés. La prochaine étape ne laisserait aucune place au repli stratégique. Le dénouement ne reposerait pas sur un effet de surprise spectaculaire, mais sur l'inévitable confrontation entre les preuves et la responsabilité. Tout était mis en place pour que la vérité, une fois révélée, produise un impact maximal. Le rapport final a été présenté à Paris lors d'une séance à huis clos qui a rapidement perdu toute apparence de formalité habituelle. Représentants du gouvernement, experts indépendants, avocats des familles et observateurs internationaux se trouvaient dans la même salle, conscients que le contenu qui y serait présenté mettrait fin à plus d'une décennie de versions contradictoires. On n'attendait pas de consensus, seulement une clarification. Sophie Delcourt a ouvert la présentation par des données objectives. Des images de l'avion, projetées successivement, ont montré le fuselage, les ailes et les points d'impact avec une netteté suffisante pour lever toute ambiguïté. La descente contrôlée a été démontrée par des simulations comparatives, recoupant les données structurelles et les modèles mathématiques. Aucun mot superflu n'a été employé. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Alain Fèvre présenta ensuite le rapport technique conjoint. Sa conclusion était sans équivoque. L'appareil n'avait subi aucune défaillance catastrophique, n'avait pas perdu le contrôle en raison de facteurs environnementaux et ne s'était pas écrasé accidentellement. La seule explication compatible avec les données était une intervention humaine consciente en vol. Le silence qui suivit n'était pas celui de la surprise, mais celui d'une confirmation collective. Le moment décisif survint lorsque les bandes magnétiques restaurées furent officiellement intégrées au rapport. Pour la première fois, l'enregistrement fut diffusé dans son intégralité devant les autorités. Les voix du groupe, préservées par hasard et par précaution, emplirent la salle d'une présence indéniable. La mention du refus de signer l'avenant au contrat et du changement d'itinéraire établit un lien direct entre la décision administrative et l'issue fatale. Le tournant décisif a eu lieu avec l'identification formelle de la troisième voie. Une analyse phonétique comparative menée par des experts indépendants a conclu avec une forte probabilité que cette voie appartenait à un consultant en sécurité aérienne lié à des contrats privés avec Rochefort Média dans les années 1970. Il n'était ni pilote ni membre d'équipage. Il s'agissait d'un agent extérieur, habilité à intervenir dans des situations classées comme opérations sensibles. Cette révélation a définitivement changé la donne. La disparition de l'Aurore noire n'était plus la simple conséquence d'une négligence ou d'une pression indirecte. Elle résultait d'une décision concrète, prise pour préserver des intérêts contractuels et financiers. L'intervention n'avait pas été improvisée, elle avait été planifiée en dernier recours. Jean-Pierre Renaud fut confronté à la conclusion en temps réel. Pour la première fois, son sang-froid s'effaça. Il ne nia pas l'existence du consultant, mais prétendit seulement ignorer l'étendue de son pouvoir. Cette réponse, loin de l'apaiser, confirma la hiérarchie implicite. Son silence précédent devint alors une forme d'aveu indirect. Le point culminant ne s'est pas manifesté par une explosion émotionnelle, mais par l'effondrement structurel du récit officiel. Chaque élément présenté s'emboîtait avec une précision troublante. Aucune autre hypothèse plausible ne subsistait. La commission a conclu la session en reconnaissant formellement que la disparition du groupe était le résultat d'un acte humain délibéré, bien que motivé par des intérêts commerciaux. La transformation du protagoniste collectif est devenue manifeste à ce moment précis. Scientifiques, familles et chercheurs indépendants sont passés de la marginalité institutionnelle à une place centrale dans les décisions. Ils n'avaient plus besoin de solliciter l'attention. Ils définissaient les termes de la vérité établie. La progression accumulée tout au long de l'enquête s'est traduite par la solidité du résultat. La décision finale recommandait l'ouverture immédiate de poursuites pénales et civiles.
la révision des contrats historiques de Rochefort Média et la reconnaissance officielle de la responsabilité institutionnelle. Aucune promesse de justice complète n'était donnée, mais le conflit central était clos. La vérité avait été établie sans équivoque. À la fin de la séance, personne ne fêta rien. L'impact était trop fort pour être célébré. 12 ans plus tard, l'histoire d'Aurore Noire cessa enfin d'être un mystère pour devenir un document officiel. Le point culminant ne résidait pas dans le choc de la révélation, mais dans l'impossibilité de continuer à la nier. La publication officielle du rapport a clos l'affaire Aurore Noire sur le plan institutionnel, mais a ouvert une longue phase de conséquences pratiques moins visibles. La disparition, désormais reconnue comme le résultat d'un acte humain délibéré, a cessé d'être un événement isolé du passé et a commencé à influencer les décisions présentes. L'impact n'a été ni immédiat, ni uniforme, mais s'est diffusé progressivement, touchant différentes sphères de la société française. Dans le domaine juridique, les procédures civiles ont progressé sur des bases solides. Les familles, autrefois cantonnées à des condoléances de pure forme, sont devenues des acteurs clés des actions en responsabilité. L'indemnisation a commencé à être négociée, non plus comme une réparation symbolique, mais comme une reconnaissance formelle des préjudices causés par des décisions délibérées d'entreprise. L'argent n'a pas effacé les pertes, mais il a créé un précédent important. Rochefort Média entama une période de restructuration maîtrisée. Les anciens contrats furent réévalués, leurs clauses révisées et les pratiques internes reformulées sous contrôle externe. L'entreprise évita la faillite, mais perdit de son influence culturelle. Les artistes se méfièrent de contrats trop rigides, et le nom du label se trouva associé à un passé désormais indissociable de ses productions. Le marché réagit avec prudence, non par indignation passagère, mais par mémoire institutionnelle. Jean-Pierre Renaud a subi des conséquences directes. Son témoignage final, qui a servi de base aux procédures ultérieures, n'a entraîné qu'une responsabilité administrative et pénale limitée, mais suffisante pour marquer sa carrière. Il n'y a pas eu d'emprisonnement immédiat, ni de spectacle judiciaire. Il y a eu quelque chose de plus durable, le démantèlement public d'une carrière bâtie sur l'opacité des décisions internes. Renaud a cessé d'être un acteur discret et est devenu un exemple de la façon dont un pouvoir diffus peut produire des dommages concrets. Dans le domaine scientifique, Sophie Delcourt s'est imposée comme une référence en matière d'éthique. Ses rapports ont commencé à être cités dans des études sur la transparence des recherches techniques sensibles. Elle a refusé les sollicitations politiques et a maintenu son travail limité à la recherche, bénéficiant désormais d'une autonomie reconnue. Le projet Néréide est resté actif, mais sa mission initiale s'est élargie. L'océan, auparavant perçu uniquement comme un objet d'étude, a été compris aussi comme une archive historique involontaire. La communauté technique a tiré des enseignements de cette affaire. Les protocoles d'enquête ont été adaptés afin de limiter les interférences extérieures et de garantir la préservation des données. La disparition de l'Aurore Noire est devenue une étude de cas dans les cours d'ingénierie aéronautique et de gestion des risques, non pas à cause de l'événement lui-même, mais en raison de la chaîne de décisions qui l'ont précédé. La leçon n'était pas technique, mais organisationnelle. Pour les familles, la fin du deuil a instauré un silence particulier. Ce n'était ni un soulagement total, ni une satisfaction émotionnelle complète. C'était la cessation d'un doute rongeur. Savoir ce qui s'était passé n'a pas permis de rattraper le temps perdu, mais a rendu possible une nouvelle façon d'appréhender le deuil. Des cérémonies tardives ont eu lieu, non pas comme des adieux, mais comme une reconnaissance publique d'une histoire qui avait cessé d'être marginale. La réaction du public fut moins vive qu'on aurait pu l'imaginer. Il n'y eut ni manifestation prolongée, ni agitation continue. La révélation fut perçue comme un nouvel exemple d'abus structurel, mis au jour tardivement. Pourtant, la mémoire collective en conserva les éléments essentiels. L'histoire du groupe disparu commença à être racontée non plus comme une légende, mais comme un avertissement.
La musique d'Aurore Noire a refait surface, désormais détachée de l'image romantique du mystère. Les paroles ont acquis une nouvelle signification à la lumière de la fin. Ce qui sonnait jadis comme une rébellion esthétique apparaît maintenant comme le témoignage involontaire d'une tension bien réelle. L'œuvre a survécu, non comme un produit fini, mais comme un témoignage. À long terme, la principale conséquence fut la transformation des rapports entre art, pouvoir et contrôle. L'affaire n'a pas bouleversé le système en profondeur, mais elle a mis en lumière ses mécanismes, avec une clarté suffisante pour les rendre moins invisibles. L'histoire ne s'est pas conclue par une justice absolue, mais par le rétablissement d'une cohérence narrative. L'Aurore Noire n'a pas disparu en mer, elle a été mise hors service par des décisions humaines. 12 ans plus tard, cette vérité a été révélée au grand jour et est entrée dans l'histoire. La conclusion n'était pas triomphante, mais définitive. Le silence, enfin, a perdu son emprise. Des années plus tard, l'emplacement exact du jet reste secret, mentionné seulement par des coordonnées dans des rapports techniques. Aucun mémorial physique, seulement des archives numériques. Les chansons d'Aurore Noire résonnent encore sporadiquement à la radio, la nuit, sans annonce particulière. Ceux qui connaissent l'histoire l'entendent autrement. Sophie Delcourt continue de descendre en mer, désormais de son plein gré. Les familles reprennent le cours de leur vie, emportant avec elles des certitudes tardives. L'océan, indifférent, garde ses petits secrets. Le plus grand ne lui appartient plus. Ainsi, la vérité demeure exposée, muette, nous rappelant que certaines histoires émergent tardivement, mais transforment à jamais ceux qui les découvrent au plus profond de l'humanité. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez en commentaire ce qui a le plus retenu votre attention. Votre interprétation aide les autres à percevoir les différentes dimensions du récit. Aimez ce contenu pour soutenir la production de récits approfondis et documentés. Partagez-le avec ceux qui apprécient les histoires vraies, racontées avec rigueur et sensibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. De nouvelles histoires comme celle-ci seront publiées régulièrement. Activez les notifications pour ne manquer aucun chapitre. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et d'avoir participé à ce voyage à la découverte de la mémoire, de la vérité et d'un récit responsable. Votre présence enrichit cet espace de création consciente et indépendante.